Est-ce que la vice-première ministre nous entend? Je vais vous reposer la question, Irina Vereshchuk. Et merci encore de prendre le temps de répondre à nos questions en direct sur LCI. Les Russes seraient en train d'avancer vers le centre de Severodonetsk, cible principale des Russes dans le Donbass. Le gouverneur parle d'une situation très difficile. Est-ce que Severodonetsk peut ou va tomber aux mains des forces russes? Effectivement, l'armée russe obtient quelques victoires tactiques. Elle avance, mais c'est uniquement parce qu'elle a le feu très puissant d'artillerie qui détruit tout, ainsi que l'aviation qui détruit nos armées de l'air. Si on avait des armes que nous attendons si longtemps, nous n'aurions laissé aucune chance à l'armée russe à Severodonetsk. Mais Madame la Vice-Première ministre, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous craignez que cette ville tombe aux mains des Russes dans les heures ou dans les jours qui viennent? Nous savons que nous devons préserver la vie de nos militaires. Nous ne voulons pas jeter les corps de nos militaires dans des villes que nous ne pourrons pas tenir. C'est pour cela, si notre chef donnera l'ordre de reculer et se préparer pour une contre-attaque, je considère que ce serait une bonne gestion. Nous avons la priorité, c'est de sauvegarder les vies. Ne vous inquiétez pas, c'est notre priorité. Le Donbass, c'est justement la priorité absolue du Kremlin. C'est ce qu'a dit Sergueï Lavrov sur LCI et sur TF1. Je vous propose d'écouter le bras droit de Vladimir Poutine et de vous faire réagir juste après. Notre priorité absolue, c'est la libération des régions de Donetsk et de Lougansk, qui sont désormais reconnues par la Fédération de Russie comme des États indépendants. Pour être clair, les républiques de Donetsk et de Lougansk vont être annexées par la Russie? Vous savez, il ne s'agit pas d'annexion. Il s'agit d'une opération militaire demandée par les États souverains que sont les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, en vertu de la Charte des Nations Unies, dont l'article 51 prévoit le droit de légitime défense individuelle et collective. Nous défendons les populations et nous les aidons à rétablir leur intégrité territoriale. Madame la vice-première ministre, vous avez entendu la Russie qui dit vouloir libérer les populations du Donbass et défendre le russe. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin? Je voudrais dire qu'il faut nommer les choses par leur vrai nom. L'armée russe qui tue la population civile, il s'agit des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont été obligées de quitter leur maison pour se sauver de ces libérateurs russes qui disaient qu'ils sont venus les libérer. Mais à la place, ils les ont violés, ils ont tués, et ils ont fait partir. Et lorsque vous écoutez le ministre qu'on croyait être intelligent et très instruit, et en fait, il ment. Vous avez entendu comme moi leur intention de faire une opération militaire en réponse à la demande des républiques. Mais est-ce que vous avez bien entendu? Le ministre qui est dans toutes ses capacités mentales dit que que la Russie libère ces républiques et en fait il tue la population. Pourquoi ils tiennent en otage des milliers de personnes qui ne peuvent pas quitter la région de Kherson? Pourquoi ils tuent les personnes qui sont sur le territoire de Zaporijia? Pourquoi ils sont là-bas? Parce que la République dont ils parlaient ne se trouve pas en région de Zaporijia. Pourquoi ils agissent comme ça et comment répondre à des questions qu'on se pose maintenant? Vous estimez, Madame, que Sergueï Lavrov n'a pas toutes ses capacités mentales?
Je considère qu'il ment et manipule. Il le fait depuis des années. Et le monde entier fait l'air ou croit en cette manipulation. Je vous ai dit à l'instant ouvertement que s'ils mènent leur opération sur le territoire ukrainien, sur la demande des républiques de Donbass. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils font dans la région de Soumy, de Kharkiv? Cette nuit, la région de Soumy a été sous bombardement. Est-ce que la région de Soumy a formulé une demande de les libérer? Pourquoi il faut commenter les paroles de M. Lavrov? Je pense qu'il n'en est pas question. Mais Sergueï Lavrov a porté des accusations très graves contre le gouvernement ukrainien, accusé de se servir de sa population comme de boucliers humains. Écoutons-le et on vous fait réagir après. Certes, des gens meurent, mais si l'opération prend autant de temps, comme nous l'observons maintenant, c'est d'abord parce que l'armée russe a reçu l'ordre d'éviter à tout prix toute attaque, toute frappe contre des infrastructures civiles. Seules les infrastructures, les équipements et les effectifs militaires doivent être ciblés. Nous agissons de manière complètement différente par rapport à l'armée ukrainienne et aux bataillons néo-nazis ukrainiens qui utilisent simplement les civils comme boucliers humains. Est-ce que vous vous servez de civils comme de boucliers humains? Est-ce que vous utilisez des résidences, d'habitations, des écoles, des hôpitaux pour cacher des soldats et des armements? Je m'occupe des couloirs humanitaires depuis le début de la guerre, c'est-à-dire depuis le 1er mars pratiquement. Je suis responsable des couloirs humanitaires pour les civils, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Je peux vous répondre en toute possession de mes fonctions que la Russie n'ouvre pas les couloirs humanitaires depuis plus de 10 jours de suite. Et en bloquant complètement la sortie des civils de la région de Lugansk, Donetsk et Zaporijie, vous pouvez voir les cadres qui étaient tournés en montrant les milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui essayent de quitter les territoires occupés temporairement. Mais on ne les laisse pas passer. Et nous ne pouvons pas ouvrir les couloirs humanitaires parce que c'est la Russie qui a bloqué la sortie. C'est justement la Russie qui les utilise comme boucliers humains pour que l'armée ukrainienne ne puisse pas répondre avec les feux d'artillerie et ne puisse pas répondre dans des endroits où il y a une grande densité de population. Madame la vice-première ministre, l'armée ukrainienne serait en train de progresser dans la région de Kherson, une ville qui est actuellement sous contrôle russe. Alors, pour combien de temps encore? Où en est l'avancée des troupes ukrainiennes sur place? Il est très difficile. Nous manquons de l'armement lourd et la Russie, de son côté, construit le 3e échelon de défense. Le 3e échelon, cela veut dire qu'il se prépare à occuper la région de Kherson et de rester là-bas aussi longtemps que nous ne pourrons pas les en faire partir. Et toutes les paroles de Lavrov qui dit qu'ils sont venus uniquement pour aider Donbass, ce n'est pas vrai. S'ils étaient venus uniquement pour le Donbass, ils n'avaient rien à faire dans la région de Kherson. Vous avez vu les meetings dans lesquels participaient des milliers de personnes qui scandaient les mots que nous ne voulons pas d'occupants. Mais maintenant, vous pouvez demander aussi à l'ONU et à la Croix-Rouge qui posent des questions directes en essayant d'entrer avec l'aide humanitaire dans la région de Kherson. Et ils sont pris en otage complètement parce qu'il n'y a pas de possibilité de passer les camions. Aucun couloir humanitaire n'est passé. Et pratiquement, cette région est de fait sous l'occupation russe.
Madame la vice-première ministre, ce matin, Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères française, vient d'arriver à Kiev. Un déplacement pour montrer le soutien de la France à l'Ukraine. Elle doit rencontrer Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez d'une telle visite qui est forcément très symbolique, un message envoyé par la France? J'ai rencontré Madame la ministre à la gare de chemin de fer et j'ai remercié de tout mon cœur le gouvernement français et le peuple français pour le soutien. Et je suis reconnaissante au nom de tout le peuple ukrainien si vous nous soutenez lors du vote de candidature ukrainienne pour l'Union européenne. La France est leader de l'Union européenne et votre position, votre opinion joue un énorme rôle et j'espère beaucoup que la chef de la diplomatie française entendra ces arguments et qu'elle comprendra à quel point il est important d'obtenir aujourd'hui cette aide de l'Union européenne pour nous. Ce serait un pas, mais ce serait une réponse à Poutine, à sa politique xénophobe et antidémocratique. Il n'est pas possible de tuer les civils en 21e siècle sous les yeux de tout le monde, sous les yeux de la démocratie du monde et de ne pas être puni pour cela. Vous parlez de l'Europe, madame. Les 27 se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pendant 2 jours. Aide à l'Ukraine, nouvelles sanctions contre la Russie, blocus alimentaire également. Quelle décision attendez-vous de la part des Européens ? Je veux croire que l'Europe, c'est un organisme très sage. Bien sûr, chaque pays des 27 a sa particularité. Par exemple, la Hongrie, qui ne veut pas remarquer et voir ses erreurs et insiste sur sa position en considérant qu'elle est correcte. Nous les comprenons, mais nous espérons qu'ils seront adéquats. Nous espérons aussi que les 27 pays qui prendront la décision aujourd'hui d'introduire ou pas les nouvelles sanctions complémentaires, il faut qu'ils comprennent que Poutine lutte non pas contre l'Ukraine, il lutte contre vous, contre l'Occident, sauf que le combat se mène sur notre territoire en détruisant notre peuple. Mais s'il passe par l'Ukraine, il ne va pas s'arrêter et aucun cessez-le-feu n'aidera. Uniquement la victoire de l'Occident uni et solidaire pourra arrêter Poutine. Voilà ce que j'entends de la part des pays qui vont participer dans le vote. Ça peut paraître paradoxal, mais hier, Sergueï Lavrov sur LCI a dit que le dialogue n'était pas rompu avec l'Ukraine. Quelles conditions seraient nécessaires aujourd'hui, selon vous, pour que les pourparlers puissent réellement reprendre ? La Russie doit reculer jusqu'au niveau du 23 février, lorsque dans la nuit du 23 au 24, elle a attaqué notre territoire, notre patrie. La Russie doit sortir ses armées parce qu'on ne peut pas parler de cessez-le-feu durable parce que nous comprenons que la Russie va profiter de ce temps pour regrouper ses réserves. Il ne peut pas avoir des décisions temporaires, provisoires. Il faut uniquement agir en faisant pression unie contre la Russie. Ils peuvent participer dans pour parler uniquement lorsqu'il y a des conversations qui touchent les questions séparées. Par exemple, la blocade de port de la mer Noire, ça engendre le monde entier, les pays de l'Afrique. Peut-être la famine dans d'autres pays. Et là, les questions se poseront et seront beaucoup plus compliquées, beaucoup plus graves. Selon le général Ben Hodge, madame, c'est un général américain, avant la fin de l'été, l'Ukraine aura gagné la guerre. Il estime que les Russes ne seront pas en mesure de résister à la montée en puissance de l'armée ukrainienne au-delà du mois de septembre. Est-ce que vous partagez son analyse et son optimisme ?
Je sais que la victoire n'est pas le mot correct. On a déjà perdu des milliers de vies, des milliards de dollars et potentiellement encore plus des pertes économiques. Et les millions de gens ont quitté le pays, ils sont devenus réfugiés. Est-ce que ce sera vraiment le mot approprié, la victoire? Mais je sais que l'Occident se réunira, introduira les sanctions sans précédent et ce sera notre victoire commune. Il y a eu un nouveau bras de fer entre l'OTAN et le Kremlin. Il y a quelques heures, l'OTAN a déclaré qu'elle avait le droit de déployer ses forces à l'est de l'Europe. Déclaration du chef adjoint de l'organisation atlantique. Il estime que l'OTAN n'est plus tenue par ses ex-engagements avec la Russie depuis l'invasion russe. Est-ce que vous soutenez cette position ou au contraire, est-ce qu'elle risque d'enflammer encore le conflit, de mettre de l'huile sur le feu ? Il n'y a aucune obligation à respecter. Le respect, c'est le respect de souveraineté des frontières internationales qui doivent être respectées par tous les pays. Les engagements n'étaient pas concernant l'OTAN, mais concernant la Russie. Parce que la Russie n'avait pas à annexer en 2014 la Crimée, elle n'avait pas à attaquer la Géorgie avant. C'était ça les engagements. Actuellement, ces arguments sont infondés, mais qui sont utilisés par la Russie actuellement lorsqu'ils considèrent que c'est utile pour eux. Merci madame, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce matin sur LCI. L'actualité en Ukraine aussi ce matin, c'est une visite importante, celle